sortie du gouvernement en janvier, votre premier tweet, ça a été « Parfois résister, c'est rester, parfois résister, c'est partir ». Donc j'ai pensé à l'appel lancé par les anciens du CNR il y a 10 ans, « Résister, c'est créer », donc dans une société aussi capitaliste, où donc, on recherche trop notre profit aujourd'hui. En fait, est-ce que résister, c'est rêver au fond? Oui, résister, c'est rêver, mais on ne reste pas au stade du rêve. Si on ne donne pas corps à ses rêves, c'est une résistance pour soi. Elle est juste intérieure et elle est individuelle. Donc elle ne participe pas du lot commun. Pour moi, résister est essentiel, y compris contre ses propres épanchements, contre parfois ses propres élans, parfois... résister est essentiel, c'est-à-dire qu'il faut conserver une vigilance permanente. Je crois qu'il faut vraiment une vigilance permanente, y compris lorsqu'on est aux responsabilités, y compris lorsqu'on est majoritaire. Il faut cette vigilance qui nous empêche de tomber dans l'ordinaire, dans le vulgaire, qui nous empêche de mal faire, qui nous empêche de sombrer dans l'habitude. Je pense qu'il faut constamment résister. Donc il faut d'abord résister à soi-même, à ses réflexes parfois, et puis il faut résister à des tentations, il faut résister à des pressions, il faut résister à la facilité, il faut résister aussi au plaisir d'être comment dire, d'une certaine façon d'être flatté facilement. Il faut résister à ça. Donc il faut avoir un cap. Moi, mon guide, c'est ma conscience. Mon guide, c'est ma conscience. Vous pensez qu'on arrête? Vous parlez souvent que vous avez passé votre âge de faire de la politique. Votre génération, c'est... Mais moi, je sais partir, je démontre que je sais partir. Simplement, je suis préoccupée par l'état du monde. Je me sens responsable au sens étymologique. C'est-à-dire que j'estime qu'à un moment ou à un autre, je dois répondre. Je dois répondre de l'état de la société, je dois répondre de l'état du monde, je dois répondre de l'état de l'Europe. Même quand il m'est arrivé, j'ai passé mon temps à batailler à l'intérieur de ma majorité. J'étais députée, j'étais constamment en bataille avec le président du groupe parce que je disais ce texte de loi, il n'est pas conforme à nos idéaux de gauche, il n'est pas fidèle aux valeurs de gauche, etc. Donc j'ai passé mon temps à batailler. Et même lorsque j'ai bataillé, même lorsque j'ai perdu la bataille, après je l'assume collectivement. J'ai été candidate à l'élection présidentielle en 2002. Depuis 2000, j'étais constamment en affrontement à l'intérieur du groupe socialiste. Il n'empêche que pendant la campagne, j'ai assumé la totalité de la législature. Parce que j'estime que c'est une loyauté qui est obligatoire en politique. On peut dire je n'étais pas d'accord, mais j'assume, c'est-à-dire oui, c'est bien nous, la gauche, qui l'avons fait. Je n'étais pas d'accord, je l'ai dit, je l'ai écrit. Je pense que vous avez raison de nous critiquer là-dessus. Mais je ne dis pas sortez-moi du lot, critiquez les autres. J'assume. Sinon, j'entre en rupture. Si je ne veux pas assumer, si je ne veux pas porter la charge, j'entre en rupture visible. Il n'y a pas d'ambiguïté. On sait que je suis en désaccord profond. Donc, même lorsque j'assume au sens où j'écris, j'ai laissé des traces, j'ai écrit, j'ai dit je ne voterai pas ce texte de loi parce que je pense qu'il n'est pas conforme à l'intérêt des citoyens. J'ai écrit, mais je n'ai pas rompu avec la gauche, donc après je porte toute la législature. Donc c'est pour ça que je dis que mon guide, c'est ma conscience. Mon juge, c'est ma conscience. Mais moi, je ne suis pas attachée ni à des fonctions, ni à des situations. J'ai décidé de ne plus me présenter à l'élection législative. Il y a eu des pressions très fortes en Guyane, il y en a eu ici. J'ai décidé, j'ai dit non, voilà, moi, ça fait un moment que je me bats pour préparer la relève, que j'ai préparé plusieurs groupes de jeunes, plusieurs promotions de jeunes. J'estime qu'il faut que je parte, il faut que ce soit quelqu'un d'autre. Donc dans le gouvernement, c'est pareil. J'aurais aimé continuer, j'avais des choses, et puis c'était en plus la période de la récolte. Hein. C'est l'arrivée de mes magistrats, de mes greffiers, c'est la livraison de construction, de juridiction, de prison, c'est la période de la récolte. Mais j'étais en désaccord politique, je suis partie, je sais partir. Et par rapport à la dynamique à l'action critique dont vous parlez, vous avez récemment déclaré que depuis 30 ans, la gauche accumulait des défaites culturelles et politiques. Est-ce qu'au vu pour l'instant, des thèmes qui sont principaux dans les primaires, dans le débat pour l'instant, c'est-à-dire l'identité et la sécurité, principalement sous la primaire des Républicains, est-ce que la gauche a déjà perdu la bataille des idées pour si elle continue à céder effectivement au fait que ce soit la droite la plus dure en plus qui donne le tempo, parce qu'il y a des choses communes entre la gauche républicaine et entre la gauche et la droite républicaine. Il y a des choses communes. J'ai donné des exemples, hein, c'est pas juste une théorie que j'avance là. J'ai donné des exemples. Mais la droite dure notamment, elle est crispée sur un certain nombre de sujets. L'identité est un sujet sur lequel elle est crispée. Et elle a raison d'être crispée là-dessus. Je ne parle pas de l'extrême droite hein, qui instrumentalise complètement. Mais la droite républicaine, pour elle, c'est un sujet, l'identité, parce que
lorsque, à la Révolution française, la gauche s'est construite, qu'elle a précisé ses contours, elle l'a fait sur la conception de la nation, elle l'a fait sur l'identité civique des citoyens. La droite l'a fait sur le maintien de la société, qui était une société de stratification sociale. Elle a fait sur le maintien d'ordre, d'une certaine façon d'ordre, de privilèges, du côté incensitaire, etc. Donc l'identité est effectivement un sujet de divergence, de dissension entre la droite et la gauche. Donc moi je ne suis pas choquée que ce soit un sujet de désaccord. Sauf que la gauche doit dire, elle, ce qu'est l'identité pour elle. Que la droite continue à le dire, c'est son droit. Que la gauche décide à dire que elle, son histoire, ses racines, tout son parcours, tous ses engagements, c'est une nation civique. C'est une communauté de destin. Ce sont des femmes, des hommes qui ont des apparences différentes, des croyances différentes, des origines parfois différentes, qui ont des tas de singularités, qui ont des tas d'appartenances secondaires, mais qui font corps avec la nation, et la nation les reconnaît comme citoyens sur une base civique. Les mêmes droits, les mêmes obligations. La gauche doit défendre ça. Donc que la droite... Mais si la droite continue à défendre sa vision de l'identité, et que la gauche vient juste dire oui, c'est aussi notre vision, c'est quand même un peu atténué, il ne faut pas être aussi dur aussi. Enfin, la gauche, elle renonce à elle-même. Et par rapport à ce thème d'identité, donc on voit qu'il est assez mal traité aujourd'hui. On ressent aussi qu'il y a d'autres thèmes qui mériteraient d'être plus abordés. On est quand même encore dans une crise économique qui est causée en partie par la dérégulation financière. C'est un thème qui mériterait d'être plus abordé, le thème des inégalités, le thème de la régulation de la mondialisation. Comment la gauche peut replacer aujourd'hui ces thèmes au centre du débat? Elle doit les replacer. Elle doit les replacer. C'est-à-dire qu'elle doit dire, ce que je disais tout à l'heure, elle a une histoire internationaliste, la gauche. Donc, elle a, dans son histoire, elle a une compréhension du monde, elle a une appréhension du monde, elle a une capacité d'inclusion dans le monde. Donc, la gauche ne peut pas être indifférente au fait que la répartition des richesses dans le monde s'est aggravée. Elle est devenue de plus en plus inégalitaire. La gauche ne peut pas être indifférente aux injustices et aux inégalités sur le territoire français, en Europe. Et elle sait que c'est par des politiques publiques qu'on peut réduire ces injustices et ces inégalités. Mais il faut d'abord qu'elle dise que c'est sa préoccupation. Elle ne le dit plus. Elle parle d'autre chose. Elle parle d'autre chose. Elle ne parle pas de ces poches de désintégration que constituent ces relégations, ces exclusions, ces accumulations de discrimination. Elle n'en parle plus. Parce qu'elle ne sait plus comment faire, elle ne sait plus ramener les services publics, elle gère, elle a appris à gérer, alors qu'elle a toujours fait la démonstration de ses capacités de gestion. Mais maintenant, elle en fait le cœur de son discours. Il faut savoir gérer. La gauche, sous la législature Jospin, la gauche a assaini les finances publiques. Elle sait le faire, elle a déjà démontré. Mais ça ne peut pas être le cœur de son discours. Il faut qu'elle revienne. Sur la sécurité, c'est pareil. Elle se laisse emporter sur la vision de la droite de la sécurité. Mais la gauche, c'est la sûreté. C'est au-delà de la sécurité. Ça apporte de la sécurité, mais bien au-delà, ça apporte des conditions pour que nous vivions en sécurité dans la société. Sécurité du travail, sécurité sociale, sécurité de la santé, sécurité physique. On va changer de thème du coup. On va un petit peu parler de votre livre aussi. Donc vous avez publié votre livre Murmure à la jeunesse, moins d'une semaine après votre démission du gouvernement. Donc le terrorisme et la déchéance des nationalités, donc qui sont des thèmes centraux. Et en lisant, j'ai senti un décalage finalement entre le contenu de votre livre et le titre. Et donc finalement, quel était votre message à la jeunesse française? Je suis très surprise qu'il y ait un décalage entre le titre et le message, parce que j'ai écrit du premier au dernier mot en pensant aux jeunes. En me disant, dans une situation pareille, où je vais entrer en rupture avec ma famille politique, où je vais forcément provoquer des interprétations, des analyses et des blessures, inévitablement. Qu'est-ce qui vaut ça? Qu'est-ce qui vaut ça? Qu'est-ce qui vaut que je fasse ça? Qu'est-ce qui vaut que je parte avant d'avoir réussi à faire la réforme de la justice des mineurs, en sachant qu'il y aura une telle brutalité, une telle violence contre cette réforme, qu'il n'y a qu'une personne comme moi, prête à prendre les coups et capable de les supporter, qui le fera. Qu'il n'y aura pas le courage politique ailleurs de faire cette réforme-là. Et que si je m'en vais maintenant, cette réforme ne sera pas faite. Ça fait presque un an que je suis partie et effectivement, elle ne sera pas faite, cette réforme. Donc au moment où je décide de partir, je me dis, qu'est-ce qui vaut que je fasse ça? La rupture visible, lisible, évidente, sans retour, et
le renoncement à quelque chose à quoi je tenais. Ce qui valait ça, c'était un message à la jeunesse. Donc, finalement... Et donc j'ai écrit ce livre en pensant aux jeunes du début au dernier mot. Donc c'est la première fois que j'entends dire que la jeunesse ne s'y retrouve pas. Votre livre a pu être interprété comme finalement une justification de votre démission, alors que finalement vous le présentez comme un soutien donc, à la réforme des mineurs. Oui, mais je pas. Bien sûr qu'il faut justifier une démission. C'est pas une faute de justifier une démission. Non, absolument pas. Ce serait une faute de partir sans dire pourquoi. Vous avez donc sorti ce livre pour soutenir la réforme des mineurs, finalement. Non, parce que je ne parle pas de la réforme des mineurs dans ce livre. Mais vous parlez à la jeunesse. Je parle à la jeunesse. Mais enfin, toute la jeunesse n'est pas délinquante. Oui, donc, toute la jeunesse n'a pas besoin d'accompagnement, toute la jeunesse n'a pas besoin de soutien, toute la jeunesse... Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de lien entre le livre et le contenu du livre. Je n'ai pas à justifier. Moi, j'ai mené des combats. C'était pas dissimulé ce que la réforme que je faisais. J'ai fait une très large consultation. Le texte était disponible. Il a été, dans un premier temps, examiné par le Conseil d'État. Il n'y avait rien de secret. Donc, je n'ai pas à justifier. Donc, quel était alors concrètement le message du livre? Le message du livre, c'était de dire à la jeunesse qu'il y a un moment où il faut qu'elle soit sur la scène. Le message du livre, c'était de dire à la jeunesse que les questions de nationalité, les questions de communauté nationale, les questions de symboles qui nous lient, qui nous font tenir ensemble, que ce qui a été construit de génération en génération et qui nous a été légué, c'est précieux, et qu'il est important que vous compreniez ce que c'est pour que vous le défendiez, et que je ne suis pas sûre que vous ayez les moyens, les éléments de comprendre ce que c'est. Et que moi, à la place où je suis, j'ai tous ces éléments-là, je vous les donne. Je vous les donne en confiance, je vous les donne en espoir, je ne vous les donne pas pour me justifier. Je dis que je suis en désaccord avec une décision. Ça suffit comme justification pour m'en aller. Je n'ai pas besoin d'écrire un livre pour ça. On va changer de sujet du coup. Parce qu'on parlait de votre du passé justement et de l'Europe. Vous êtes entrée en politique par le biais, je pense, en tant que militante indépendantiste guyanaise. Est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, au vu du Brexit et des envies sécessionnistes de beaucoup de régions d'Europe, est-ce que c'est un danger ou une chance pour l'Europe, donc l'indépendantisme? Il y a très longtemps, moi quand j'ai été militante indépendantiste, le monde avait déjà commencé ses interdépendances. Et nous étions conscients de ça. Mais les interdépendances, il y a une très belle définition de l'indépendance qui a été donnée par Jean-Marie Tjibaou, qui était un indépendantiste kanak en Nouvelle-Calédonie, un très grand esprit, c'est un prêtre d'ailleurs, mais qui après était entré dans le civil. Et il disait que l'indépendance, c'est le droit de choisir ses interdépendances. Moi, j'ai milité pour l'indépendance en Guyane quand j'étais étudiante ici à Paris, quand je suis rentrée en Guyane, et j'ai milité pour l'indépendance jusqu'en 1982. Ma vision de l'indépendance, c'est que les peuples doivent choisir leur destin. Et lorsqu'on a une identité collective qui nous définit comme communauté humaine, on a le droit de choisir son destin. Le choix peut être de se lier à d'autres destinées, mais on a le droit de choisir son destin. Et dans toute l'histoire de la Guyane, il n'y avait aucun moment où on avait demandé aux Guyanais ce qu'ils voulaient comme destin. Donc ma génération, le mouvement indépendantiste n'était pas très vieux en Guyane, hein, il a dû naître dans les années 60. Bon. Ma génération, voilà, nous l'avons posé, mais nous l'avons toujours posé collectivement, comme une décision collective. Et si j'ai arrêté de militer en 1982, c'est pas parce que j'ai cessé de croire qu'il fallait l'indépendance. C'est parce que l'opinion publique, les Guyanais eux-mêmes, ont cessé de désirer l'indépendance. Ils nous opposaient d'ailleurs comme argument, la gauche est arrivée au pouvoir, la gauche ne colonise pas. Erreur historique, parce que la Troisième République, c'est une république de gauche. La Troisième République est la république des conquêtes coloniales, hein, après la période de la traite des négriers et de l'esclavage. C'est une république radicale socialiste. Bon, donc c'est une ignorance, mais peu importe. Donc les gens nous disaient, la gauche ne colonise pas, et donc ce mot d'ordre d'indépendance n'a plus de sens. Lorsque Mitterrand arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il fait toute une série de grandes réformes de gauche, effectivement. L'abolition de la peine de mort, malgré l'opinion publique qui est opposée. Les radios libres, c'est-à-dire qu'il ouvre la liberté de parole. Ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien. Il supprime les juridictions d'exception. Il supprime la Cour de sûreté de l'État, qui était une juridiction d'exception, pas compatible avec une démocratie, mais qui fonctionnait à plein régime, et qui arrêtait des indépendantistes comme moi, qui les mettait en garde à vue pendant une semaine sans que personne ne sache rien du tout, qui les embarquait dans un avion pour les envoyer à la prison de la santé ici sans que personne ne sache rien, ni avocat, ni parents. C'était comme ça, les juridictions d'exception. Donc, il supprime tout ça. Je veux dire que
pour les gens en Guyane, c'est la preuve que la gauche, effectivement, ça n'est pas une force oppressive. Je vois de la traite négrière. Pour terminer juste sur la poésie, rapidement, il y a une citation de Léopold Sédar Senghor qui disait « La poésie ne doit pas périr, car alors, où irait le monde ?» Donc justement, vous êtes connu justement pour user de la poésie pendant vos diatribes à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est une arme suffisante pour lutter en politique ou c'est une façon justement de donner de la beauté, comme vous disiez tout à l'heure, au monde? D'abord, la poésie, c'est un art de vivre. Et c'est un art de vivre qui est à la portée de tout le monde. De tout le monde. C'est pas un art de vivre avec des tableaux très chers dans son salon. Ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Mais la poésie, c'est la beauté des mots, c'est la musicalité des mots, c'est la force des pensées que portent les mots. Un très grand poète caribéen, Saint-Lucien, Derek Walcott, a défini la poésie comme étant la sueur de la perfection. C'est la sueur de la perfection. La poésie, c'est de la beauté, c'est de la beauté à portée de tous. Vous pouvez, vous, dégager de la poésie. La poésie, c'est pas que des vers, c'est pas que des poèmes. Il y a de la poésie dans son rapport à l'autre, dans une façon de regarder le monde, dans une façon d'accepter la vie, dans une façon d'affronter la vicissitude. Il y a de la poésie, mais en plus la poésie exprimée par des mots, par des très grands poètes, ce sont des guides de vie, ce sont des arts de vivre. Moi, la poésie, elle me rend infiniment service. D'abord, elle me rend heureuse. Bon, ben, voilà, avec moi, elle me rend heureuse. Voilà, je lis un poème, je suis bien, je suis légère. Voilà, elle me rend heureuse. Elle me donne du courage, elle me donne de l'espoir. Et puis, c'est parfois une arme, parce que c'est vrai que souvent, dans un combat, il y a un moment où je suis à court de munitions, et ce qui me vient, ce sont les mots, les éclats, les cristaux des poètes. Et en général, je n'en pas. Par rapport à la place des femmes aujourd'hui dans la politique, on remarque qu'il y a les primaires qui s'avancent pour les deux grands partis. Il y a une seule candidate femme déclarée à la primaire de la République, définitive en fait, et une seule candidate femme déclarée à la primaire PS. En 2012, dans la primaire PS, il y avait déjà 2 femmes sur 6. C'est pas la parité, mais c'est une proportion plus conséquente. Comment vous expliquez aujourd'hui, dans le contexte politique actuel, cette sous-représentation des femmes dans les deux grands partis par exemple? Sans doute par la violence du milieu. C'est un milieu extraordinairement rude, une violence inouïe. Et les femmes, culturellement, moi, quand je parle des femmes, il n'y a pas quelque chose d'essentiel. Hein? Je refuse les essentialismes, quels qu'ils soient. Donc quand je parle des femmes, je ne dis pas que du fait de nos chromosomes et de nos gènes, nous sommes comme ça. Culturellement et historiquement, les femmes, compte tenu de leur longue histoire de domination et d'oppression, compte tenu des responsabilités que de génération en génération, elles ont assumées dans la société, les femmes ne livrent pas des batailles, j'allais dire, gratuites. C'est-à-dire la violence pour la violence, la brutalité pour la brutalité, il y a très peu de femmes là. Donc, or, la violence est tellement énorme, d'une part, et gratuite en politique, que c'est un élément répulsif pour les femmes. Vous voyez une violence particulière dans le débat actuel? C'est un milieu d'une grande violence. C'est pas moi qui vais vous oui. raconter comment c'est violent, hein? Vous êtes d'accord? Oui, il y a des violences qui sont sous les yeux de tout le monde. Ouais. Je veux dire que moi, j'ai 4 enfants qui, pendant 4 ans, se sont réveillés tous les matins en entendant des infamies sur leur maman. Oui. Si je n'étais pas convaincue qu'il faut... Moi, souvent, j'ai envie de dire, mais je ne vais pas infliger ça à mes gosses, je les aime, mes enfants. Ils sont très courageux, ils me disent, mais non, maman, t'inquiète pas, surtout, pense à toi, veille sur toi, ils s'appellent entre eux, est-ce que tu as eu des nouvelles, est-ce que tu l'as vu, comment elle va, etc. Donc, ils veillent sur moi. Mais cette violence-là, les femmes rentrent chez elles. Elles prennent un coup, elles rentrent chez elles. Là, c'était pas 4 ans à les prendre tous les jours. Donc, et les violences, elle est partout, cette violence en politique. Elle est partout. Elle est dans une façon d'évincer une personne qui devrait avoir une responsabilité, qui devrait avoir un rapport, qui devrait avoir une charge, etc. Mais parce que c'est une femme. Donc voilà, il y a un réseau d'hommes là, mieux organisé, qui va arriver à la supplanter, etc. C'est machin, à faire des réunions interminables, à faire des plaisanteries insupportables. Non, c'est un milieu où les femmes ne sont pas à l'aise. Il faut batailler sans arrêt, il faut rappeler à l'ordre sans cesse. Non, moi je crois que les quelques-unes qui y sont
Parfois, elles tiennent juste pour montrer qu'on peut tenir et que les autres doivent venir. Parfois, c'est ça aussi.